Bonjour, j'attendais de voir s'il y allait avoir des participants. Là, je n'en vois pas, mais c'est pas grave. Je vais donner quand même la présentation pour qu'elle puisse être enregistrée. Donc, je me présente. Mon nom est Cynthia Ruet. Je suis gestionnaire au niveau de la promotion de la santé de Bagotville. Donc, je vous parle du Saguenay-Lac-Saint-Jean ce matin. Et je voulais vous entretenir du stress financier, c'est-à-dire plus précisément, qu'est-ce que ça peut amener comme impact sur notre santé mentale quand nos finances sont pas au beau fixe, et puis aussi comment on peut s'en sortir. Donc, évidemment, je suis pas une experte en finance, mais je peux vous donner des pistes de solutions et vous diriger aussi, évidemment, vers les bonnes ressources. Donc, si on regarde le stress financier, 48% des Canadiens disent qu'ils souffrent d'insomnie en raison de soucis financiers. Donc, la moitié des Canadiens disent « mes finances m'empêchent de dormir ». Aussi, à peu près le même nombre, pratiquement, 44% disent qu'ils vivent d'une paie à l'autre. Donc, s'ils ne reçoivent pas leur paie à temps, ils vont avoir de la difficulté au niveau de leurs obligations financières. Donc, on sait un petit peu ce qui est arrivé au printemps avec la COVID. Les employés du gouvernement, évidemment, on est plus chanceux parce que la plupart, on a touché notre plein salaire. Mais pour plein de gens qui ont tombé sur la PCU ou qui, pour X raisons, avaient moins de salaire, ça peut avoir des répercussions là sur les obligations financières comme l'hypothèque, les prêts, les voitures, les remboursements de dettes, etc. Donc, le stress financier, ça touche un Québécois sur deux également. Donc, le stress financier, ça ressemble évidemment à du stress, hein? Donc, on a vraiment tous les mêmes symptômes que quand on ressent du stress. Ça peut être au niveau autant cognitif, c'est-à-dire troubles de concentration, difficulté à trouver des solutions, difficulté à décider, à prendre des décisions. Ça peut être émotif, très sensible, plus facilement faire des crises de larmes ou avoir des colères, se sentir impuissant. Ça peut aussi être au niveau comportemental, donc on est plus stressé, on dort moins, on mange moins bien, on ronge nos ongles, on se gratte, on a des tics. Ça peut être ça. Et ça peut aussi y aller plus dans je dirais la réaction, là, donc d'avoir vraiment de la difficulté à réagir, d'être plus soupe au lait, de sentir vraiment qu'on perd le contrôle. Donc, le stress, c'est ça en général, hein, c'est une perte de contrôle, soit par rapport à une situation ou par rapport aux ressources qu'on a pour répondre. Donc, dans la situation qui nous occupe, le stress financier, c'est vraiment de ne pas avoir le contrôle sur sa situation financière. Ça nous décourage, ça nous amène de l'impuissance, de la détresse. Aussi, le stress financier est un stress qui est plus envahissant parce que les dettes, ça part pas du jour au lendemain. Même si on trouve des solutions, souvent, c'est une situation qui va perdurer dans le temps, donc ça peut nous amener du stress un peu plus longtemps. Donc, attendez un instant. Voilà. Une bonne et une mauvaise dette. Ben, écoutez, les bonnes dettes, c'est des dettes qui vont nous permettre d'être rentables un peu plus à long terme. Comme exemple, un achat immobilier, quand on achète une maison, c'est une grosse dette, mais c'est rentable à long terme parce qu'en général, les maisons prennent de la valeur, donc le jour où on va avoir fini notre prêt, ben notre maison va valoir plus cher. Donc, si on la revend, on fait un profit, etc. Les frais d'études, si on s'engage dans des prêts étudiants, ben habituellement, c'est rentable à long terme parce que ça va nous permettre d'avoir un meilleur emploi par la suite, de pouvoir rembourser ce prêt-là. La même chose pour le démarrage de sa pratique professionnelle ou à certains moments l'épargne, comme par exemple quand on rappe, hein, quand on prend nos REER pour payer une maison, ou si on fait un prêt REER aussi. Donc, ça, c'est des petites solutions financières qui pourraient être bénéfiques. Sinon, tout le reste, c'est des mauvaises dettes. Donc, oui, le prêt voiture aussi. Pourquoi le prêt voiture, c'est une mauvaise dette? Ben parce que la voiture, à partir de la seconde où on la sort du garage, elle perd de sa valeur. Donc, on se retrouve avec un prêt sur un objet qui va dévaluer avec le temps. Donc, c'est pas une bonne dette. La même chose pour tous les prêts qui concernent des intérêts.
je dis pas que c'est pas nécessaire d'en prendre des fois, mais c'est pas nécessairement des bonnes dettes. Donc, par exemple, on a un bris à la maison, dans la toiture ou dans le système d'eau, on doit emprunter 5 000, 10 000 avec des intérêts. C'est sûr que c'est nécessaire de le faire. Je vous dirais pas, ben non, contracte pas la dette puis vis avec ton dégât d'eau. C'est nécessaire de le faire. Est-ce que c'est une bonne dette? Non, c'est pas une bonne dette parce que c'est quelque chose qu'on va payer des intérêts alors que ça prend aucune valeur. Donc, quelles sont les sources du stress financier? Qu'est-ce qui, dans les finances, peuvent nous causer du stress? Ben, premièrement, de juste gérer les dépenses au quotidien du ménage. Donc, d'avoir à gérer les dépenses pour toute la famille, les différentes tâches, obligations financières. Bon, les enfants ont besoin de plus de vêtements, quelque chose qui brise, etc. Accumuler des dettes. Donc, ça, c'est une source de stress. Au début, on a une dette, mais là, il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. On doit contracter une autre dette ou notre dette, on ne peut pas la payer. Encore, si je me rapporte à la situation au printemps avec la COVID, il y a des gens qui ont retardé le moment de payer l'hypothèque. C'est sûr que financièrement, sur le coup, ça nous soulage, mais on reporte les paiements, donc on allonge le moment où est-ce qu'il faut payer. Et puis ça peut stresser les gens. Vivre d'une paie à l'autre, OK? De ne pas avoir d'argent d'avance, c'est sûr que c'est stressant parce que s'il y a un imprévu, on est vraiment mal pris. Avoir du mal à épargner pour atteindre ses objectifs à court et à long terme. Donc, je veux m'acheter un nouveau véhicule, je veux faire rénover la cuisine, je veux partir en voyage, je veux m'acheter quelque chose que ça fait longtemps que je désire, comme un système de son, un cinéma maison, un nouveau divan, peu importe. Est-ce qu'on a du mal à épargner? Moi, personnellement, je peux vous dire que il y a quelques années, malgré le fait que je fais quand même un bon salaire et que j'étais pas en mauvaise posture financière, ben j'avais vraiment de la difficulté à économiser, j'avais pas de bonne stratégie d'épargne. Donc, à chaque fois que je voulais faire quelque chose, il fallait que j'emprunte parce que j'avais pas l'épargne. J'ai repris mes finances en main. Aujourd'hui, c'est différent, mais ça fait partie des choses qui sont stressantes de se dire toujours qu'on n'a pas d'argent en avant de nous. Et évidemment, faire face à des dépenses imprévues. Donc, une séparation, un besoin urgent d'un nouvel objet. Bon, là, c'est le temps de la COVID. Il y en a qui ont dû s'acheter rapidement, par exemple, des systèmes pour fonctionner à la maison comme un ordinateur portable, comme différents objets informatiques. Donc, ça aussi, ça peut faire des dépenses imprévues. C'est quoi les conséquences d'avoir du stress financier? Ben, premièrement, on peut essayer de calmer ce stress-là par des mauvaises stratégies de compensation, comme par exemple boire davantage d'alcool, fumer, prendre des médicaments ou de la drogue qui vont essayer de nous calmer, donc de prendre des calmants ou de fumer un joint de cannabis, par exemple, ou aussi aller choisir l'alimentation réconfortante, mais pas nécessairement bonne pour nous, donc la nourriture grasse, la nourriture riche et sucrée. Les répercussions, ça peut aussi être sur notre tempérament, hein, évidemment. Quand on a un souci financier, c'est quelque chose qu'on traîne avec nous toute la journée. C'est difficile de le laisser de côté, c'est difficile de décrocher. Donc, on peut être plus irritable, impatient, plus soucieux, malheureux. Ça peut aussi avoir un effet paralysant, c'est-à-dire que on ne sait pas quoi faire, donc on ne sait pas par quel bord prendre cette situation-là. Donc, finalement, on fait rien, on remet ça plus tard. On espère, comme par magie, qu'on va recevoir un gros montant puis que tout va disparaître. Ça incite parfois des gens à faire des comportements comme, par exemple, aller au casino ou jouer à la bourse. Des comportements qui peuvent paraître irréfléchis parce que si tu n'as pas de sous devant toi, tu n'iras pas investir 200 $ au casino ou investir 1000, 2000 en bourse. Mais pour ces gens-là, c'est des fois une situation désespérée de se dire, ben si je gagne un gros montant, tous mes soucis financiers vont être disparus. Donc, c'est un peu la pensée magique. Puis ça peut amener évidemment des symptômes qui sont semblables à la dépression. Sinon, au niveau physique et psychologique, ben on a aussi, comme je disais tantôt, de l'insomnie ou des pertes de sommeil, la difficulté de se concentrer sur nos tâches courantes, puis on peut aussi s'isoler, faire de l'isolement social pour deux raisons. Premièrement, parce qu'on n'a pas le goût de jaser vraiment quand on est soucieux, et aussi à cause des dettes financières. Donc, si je suis endetté, ben mes amis vont au restaurant, j'irai peut-être pas au restaurant. Mes amis vont voir une soirée, j'irai peut-être pas. Ma famille loue un chalet pour une semaine cet été, ben peut-être que j'irai pas à cause de ma situation financière.
Donc, les risques pour la santé, si vous avez des stress financiers, vous êtes 2 fois plus susceptible de déclarer avoir un mauvais état de santé en général, 4 fois plus susceptible d'avoir de l'insomnie, des maux de tête ou autres maladies. Et évidemment, vous avez aussi plus de tension dans vos relations personnelles. Sinon, ça peut tranquillement nous amener des problèmes de santé mentale ou de santé physique comme les maladies du cœur ou de l'hypertension. Près de la moitié des travailleurs canadiens admettent que le stress lié aux finances personnelles influe sur leur rendement au travail, donc plus d'erreurs, plus de retard dans les tâches, plus de conflits avec les collègues. Il y a aussi de l'absentéisme plus souvent ou du présentéisme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le présentéisme, c'est quoi? C'est en fait d'être présent de corps, mais pas d'esprit. Hein? Donc, on punch, on vient travailler, mais on n'est pas présent, notre tête n'est pas là, on est en souci, donc finalement, même si on est là, on n'est pas très efficace. Pour les militaires, si jamais il y en a qui veulent regarder cette présentation, ben d'avoir des dettes, ça peut jouer sur votre code de crédit, de sécurité, pas votre code de crédit, mais votre code de sécurité, fiabilité, et même sur votre carrière, parce qu'en fait, pour un militaire, la mission de régler ses dettes, ça peut nuire à la bonne réputation, à la bonne image des forces, puis ça peut aussi jouer sur la cote des sécurités. Pourquoi? Parce que si vous avez une grosse dette, ben vous êtes plus vulnérable à vous faire acheter ou à vous faire utiliser. Donc, ça peut poser des problèmes au niveau de la fiabilité. Puis, il peut y avoir aussi des problèmes au niveau de la conduite et du rendement. Ce qui fait en sorte qu'il y a une DAOD, comme c'est inscrit ici. Si jamais vous avez, exemple, des dettes qui sont en créance, OK, si vous avez un créancier, une agence de recouvrement, ceux-ci peuvent appeler directement ou écrire à votre chaîne de commandement. Donc, à ce moment-là, si en tant que superviseur, vous savez que vous avez un de vos membres qui a des dettes, ben, il faut y aller dans les mesures administratives et faire en sorte que ça se règle. Donc, ça, c'était les effets et les conséquences du stress. Maintenant, on va parler de comment on peut prévenir le stress financier. Ben, c'est sûr que de l'argent, c'est des finances, hein, c'est quelque chose qu'on peut compter. Donc, il faut faire un plan d'action. On peut pas juste dire je vais réfléchir à mes finances jusqu'à temps que ça aille mieux. Non, il faut modifier évidemment des actions parce que c'est comme ça que les finances ça fonctionne. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre conscience de c'est quoi la source. Comme je disais tantôt, moi, ce que je me réalisé, c'est que malgré que j'avais de l'argent qui rentrait régulièrement, j'arrivais pas à économiser, j'avais pas une bonne stratégie d'épargne, donc je me trouvais prise au dépourvu s'il y avait un imprévu ou même si je voulais faire une dépense qui était un peu à l'extérieur de la routine, j'en avais jamais d'avance. Donc, pour moi, c'était une source de stress. C'était ça la source. Donc, quelle est ma solution? Ben, j'ai fait un plan d'action par rapport à de l'épargne. Donc, je vais vous en parler évidemment. Mais première chose à faire, c'est de faire un budget. Pour faire un budget, premièrement, il faut faire une espèce de photo de qu'est-ce que ça ressemble nos finances. Donc, faire l'exercice pour au moins un mois, sinon 2, 3, c'est encore mieux, de tout faire le calcul de nos revenus et nos dépenses. Garder toutes les factures, même les petits cafés, les petites choses qu'on va acheter dans la journée, toutes évidemment nos dépenses fixes, hein, qu'est-ce qui ne change pas, qui est obligatoire, comme par exemple les prêts voitures, les prêts maison, payer le fournisseur de télécommunications, l'hydroélectricité. Ça, c'est des dépenses fixes. On doit s'y soumettre à chaque mois. Puis on a aussi des dépenses courantes. Donc, la nourriture, l'essence, les choses à la pharmacie, même si c'est des choses nécessaires, c'est des choses qui, des fois, vont fluctuer un peu durant le mois, dépendamment de qu'est-ce qu'on fait. Donc, une fois qu'on a fait notre photo, qu'on a vu qu'est-ce qu'on dépensait pendant 2 ou 3 mois, bien, on est capable de faire des changements, puis de là, vraiment de faire un budget, de dire, ben, mes dépenses fixes, c'est sûr que je dois les payer. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que je dois mettre sur la nourriture, sur l'essence, sur les vêtements, sur autres dépenses comme ça? Donc, on se fait un budget
Et on va prioriser nos projets à court terme et à long terme. Si à court terme, notre projet, c'est de susciter de l'épargne par rapport à avoir un fonds d'urgence ou faire un voyage. Si on veut, à court terme, c'est de rembourser une dette et à plus long terme, peut-être amasser des sous pour faire une mise de fonds pour une maison. Donc, on va regarder, on va repérer et supprimer des dépenses non essentielles. Peut-être que ton petit café au Tim Hortons, tu le trouves bien le fun, mais à la fin du mois, tu te rends compte que c'est 100 $, 200 $ par mois que tu passes dans le Tim Hortons. Peut-être que tu as acheté une petite cafetière à la maison pour faire ton café avant de partir le matin. Ça va devenir une façon d'économiser des sous. Peut-être qu'on dépense trop dans certains domaines. Donc, on est capable de se budgéter par rapport à ça. Puis prévoir un fonds de réserve. Donc, si on n'a aucune épargne, une des premières choses qu'on devrait faire, c'est de se prévoir un fonds de réserve, un fonds d'urgence pour pouvoir justement subvenir aux imprévus. Et dans la plupart maintenant de nos comptes, surtout les comptes en ligne, c'est facile d'ouvrir des comptes épargne. Puis là, vous pouvez diviser vos fonds, comme exemple un fonds pour la maison, un fonds pour de l'épargne, un fonds pour un fonds d'urgence, et ensuite faire des virements automatiques avec vos paies. Donc, c'est assez facile. Même pour les militaires, si vous allez avec la CICIP, qui est l'agence de conseillers financiers sur chaque base, ils peuvent faire des retraits en épargne ou en remboursement de dette directement sur votre paye. Donc, ça rentre même pas dans votre compte. Vous êtes sûr de pas le dépenser, puis d'assurer assurer vos objectifs. Donc, si vous avez eu des dépenses spontanées qui vous ont légèrement endetté, ben, priorisez de les rembourser avant de faire d'autres dépenses non essentielles comme un nouveau morceau de vêtement ou un objet quelconque dans la maison. La deuxième étape, c'est de reconnaître que le crédit, ça crée un faux sentiment de liberté. Évidemment, quand on a une marge de crédit ou une carte de crédit, ben c'est de l'argent qu'on peut dépenser, qu'on n'a pas. Donc, ça fait un faux sentiment de liberté. On dit, ben, je peux mettre 10 000 sur ma carte de crédit, fait que je suis jamais mal pris. Mais 10 000 à 18-20 % d'intérêt, ça monte très, très vite. Donc, c'est pas une bonne idée. Souvent, les gens qui sont stressés par leur endettement vont contracter d'autres dettes pour se sentir libéré. Donc, par exemple, la carte de crédit à 18 % est à côté. Là, ils vont se prendre une marge de crédit pour rembourser la carte de crédit. La marge, c'est un taux moins gros, souvent autour de 10. Puis là, on va sentir qu'on respire, mais on a contracté une dette pour payer une dette, donc c'est pas vraiment efficace. Donc, il faut en être conscient, regarder c'est quoi les coûts à long terme, puis éviter le crédit autant que possible. Évidemment, il y a des gens qui utilisent leur carte de crédit pour avoir des plans de récompense, comme par exemple les bonus dollars sur Visa ou les Hermès, les Aéroplans, ces choses-là. C'est pas une mauvaise solution, mais si vous reconnaissez déjà que vous avez de la difficulté à vous limiter dans vos dépenses, c'est peut-être mieux pendant le temps que vous travaillez ça, 1, 2, 3, 6 mois, de pas vraiment utiliser votre carte de crédit, sauf pour les choses vraiment nécessaires comme les achats en ligne, par exemple. Puis de vraiment utiliser l'argent que vous avez dans votre compte, comme ça vous limite davantage si c'est un problème que vous avez. Ensuite, magasiner par besoin le temps que la situation s'améliore. Ça veut dire quoi par besoin? Ça veut dire on va pas flâner au magasin, on fait pas des tours sur les applications sur Amazon et compagnie. On limite nos visites dans les magasins ou dans les sites en ligne. On se fait une liste de qu'est-ce qu'on a besoin, puis on se limite à ça. Donc, ça peut paraître comme une limitation, ça peut paraître comme « Ah, je me restreins », mais tu te restreins pour payer des dettes, donc finalement, tu t'enrichis. OK? La pire dépense, c'est des intérêts. C'est des intérêts, c'est de l'argent que des gens nous chargent parce qu'ils nous ont prêté des sous. C'est la pire dépense qu'on peut avoir. Donc, ce qu'on veut le plus possible, c'est limiter nos autres dépenses superflues le temps qu'on rembourse nos dettes, puis que là, on ne paye pas de l'intérêt pour rien. Éviter les achats impulsifs. Donc,
les Québécois, vous connaissez maintenant la fameuse phrase de Pierre-Yves McSween, en as-tu vraiment besoin? Donc, est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est quelque chose que tu as besoin aujourd'hui? Puis qu'est-ce qui te motive à faire l'achat? Tous tes amis ont une montre Fitbit, fait que ça te prend une montre Fitbit ou tu as vraiment besoin de monitorer ta fréquence cardiaque quand tu t'entraînes. Est-ce que tu as vraiment besoin de cette nouvelle paire de chaussures ou c'est juste parce que tu l'as vu au magasin, elle t'a plu, est-ce que tu en as vraiment besoin? Donc, surtout si vous êtes en mauvaise situation financière ou si vous avez des objectifs que vous voulez répondre, bien, c'est important d'éviter les achats impulsifs. On peut, moi, ce que je fais des fois, exemple pour les sites en ligne, je mets des choses dans mon panier virtuel et je ferme mon ordinateur, je dors là-dessus. Le lendemain, souvent, quand j'ouvre mon ordinateur, le trois quarts des objets que j'ai mis dans mon panier, genre, mais non, j'en ai même pas besoin, ça va même pas me servir, ou bof, c'est pas, ça me tente pas tant que ça, et puis je vais les enlever. Donc, ça fait partie de mes trucs aussi. Économiser, ben, épargner, ça va toujours être la meilleure solution pour les finances, n'est-ce pas? Il y a une expression ici qu'on dit qui s'appelle se payer d'abord. Payez-vous d'abord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ton épargne, ce que tu mets en REER, en REE, en CELI, en épargne dans ton compte. C'est une obligation financière que tu as envers toi, de la même façon que tu as des obligations envers la banque pour l'hypothèque, le concessionnaire pour la voiture, peu importe les autres dépenses, le Vidéotron, l'Hydro-Québec. C'est des dépenses obligatoires, c'est des obligations qu'on a envers ces personnes-là. L'épargne, c'est une obligation qu'on a envers nous-mêmes. Donc, c'est pas, on devrait pas dire, souvent, les gens, c'est ce qu'on fait, là. On calcule nos dépenses du mois, puis qu'est-ce qui reste à la fin, on va le mettre en épargne. Non. L'épargne, on la place dès le début. Dès qu'on reçoit notre paye, on divise, on paye nos dépenses fixes, on se paye en épargne, et après, ce qui reste, on le dépense en dépenses courantes. De cette façon-là, on est assuré d'avoir répondre à chaque 2 semaines ou à chaque mois, peu importe votre schéma, de répondre à nos obligations d'épargne. L'Association canadienne de la paix recommande d'épargner 10% de votre paie nette à chaque paie. Donc, la paie nette, c'est ce qui reste, hein? C'est pas le brut, c'est le net. Donc, si dans ton compte, il est déposé 1000 $ par 2 semaines, ben, tu devrais en épargner 100 $ minimum là-dedans. Et prévoyez des montants aussi pour des projets spéciaux, des choses que vous savez qui va arriver. Si votre toiture est due dans 3 ans, si votre nouveau véhicule, vous savez qu'il est dû, si votre enfant va avoir besoin de broches, c'est toutes des choses qu'on peut prévoir. On peut en faire un fonds spécifique juste pour ça, puis mettre des sous là-dedans. Et en dernier, le dernier conseil pour réduire le stress financier, ben, c'est de consulter un expert. On n'est pas des experts en finance chacun. Moi, les finances, je me suis énormément documentée dans les dernières années, mais sinon, c'était assez du chinois pour moi. Et j'ai choisi un conseiller financier qui était patient puis qui avait le goût de m'en apprendre. Donc, quand j'ai choisi mon conseiller financier, j'ai vraiment dit aux gens, je cherche quelqu'un qui va s'asseoir avec moi, qui va prendre le temps de m'expliquer, parce que pour moi, c'est difficile. J'ai trouvé une personne très patiente qui avait envie d'en discuter avec moi, puis c'est devenu mon conseiller financier, puis je l'appelle régulièrement, soit pour faire différents placements, regarder qu'est-ce qui va bien dans mes finances, ou sinon, pour poser des questions. Je voulais acheter un nouveau véhicule dernièrement. Là, le concessionnaire m'encourageait à mettre du comptant sur ma voiture pour réduire mes mensualités. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas une bonne idée? J'ai discuté avec mon conseiller financier. Lui, il m'a donné son avis. Ensuite, ben, j'ai évidemment pu me faire une opinion éclairée sur le sujet. Je viens de vous parler de vous informer. On veut de l'information juste et diversifiée, OK? Donc, évidemment, c'est pas nécessairement sur Facebook ou nos amis, notre cousin, notre beau-frère qui a bien des idées sur les finances. C'est pas toujours les meilleures ressources. Donc, allez chercher des ressources, entre autres l'Agence financière du Canada, la CICIP aussi a des bonnes ressources.
ça fait partie des choses à faire pour s'informer. Évidemment, des livres. Entre autres, ici à la CICIP, là, pendant un bon bout de temps, ils donnaient le livre Le Retour du Barbier riche. Donc, le Barbier riche ou Le Retour du Barbier riche, ça peut être des bonnes lectures. En as-tu vraiment besoin de Pierre-Yves McSween? C'est une bonne lecture aussi. Ça fait partie des livres qu'on peut regarder pour nos finances. Maintenant, j'aimerais vous parler de la pleine conscience. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. La pleine conscience fait partie d'une technique de relaxation où, finalement, la pleine conscience, c'est vraiment de porter attention à qu'est-ce qu'on fait en ce moment. C'est pour ça la pleine conscience, avoir pleinement conscience de qu'est-ce qu'on fait. Donc, en général, quand on fait de la pleine conscience, on l'utilise pour réduire le stress, réduire l'anxiété et optimiser notre capacité mentale. Donc, quand on fait de la pleine conscience, on augmente souvent nos capacités de concentration et aussi notre optimisme. Ça peut aussi nous aider à prendre des meilleures décisions parce que ça vient calmer l'anxiété, l'inquiétude. Donc, ça nous aide à éclairer davantage nos décisions. Et au niveau de l'épargne ou des finances, c'est plus facile de prendre des décisions judicieuses quand on a d'abord fait une pleine conscience ou finalement relativiser un peu, venir placer cette pensée-là. Donc, au niveau de l'épargne, comment on fait de la pleine conscience? Ben, premièrement, on va se créer une vision détaillée de c'est quoi nos objectifs personnels. Donc, au niveau de l'argent, on va réfléchir puis on va se faire une vision de à quoi je veux dépenser mon argent. Donc, entre autres, si tu es une fanatique de souliers puis tu achètes toujours des souliers, visualise donc toutes les paires de souliers que tu as dans ton garde-robe. Puis après ça, visualise l'argent que tu vas avoir si tu n'achètes plus de souliers, puis en quoi tu vas le transformer. La vision maintenant qui est un peu spirituelle, ben, il faut la mettre en action. Donc, exprime-la et fais un plan d'action. Ben moi, mon but maintenant, c'est de m'acheter une paire de souliers par mois ou par saison maximum. Puis avec l'argent économisé, je veux faire telle chose. Quand on est en situation de dépense, on est au magasin, on est sur Internet, il faut se rappeler que dépenser, c'est une satisfaction éphémère. Sur le coup, on est content d'avoir acheté nos achats, mais si on n'avait pas les moyens ou qu'on n'en avait pas vraiment besoin, bien, à long terme, on n'aura pas vraiment une satisfaction. Premièrement, ça peut avoir l'effet rebond, nous amener du stress financier, donc ça enlève beaucoup la satisfaction de l'objet, ou ça peut, finalement, on se rend compte qu'il ne nous apporte pas vraiment de plaisir, cet objet-là, donc la satisfaction, elle est vite passée. Donc, comment on peut distinguer les bons achats des mauvais achats? Bien, premièrement, vous devez être sûr de la raison pour laquelle vous faites votre achat. Et la façon que cet achat-là va nuire ou pas avec vos finances. Donc, j'avais décidé de m'acheter juste une paire de souliers par mois, mais là, mes souliers de travail ont brisé. Je dois m'acheter une nouvelle paire parce que c'est pour le travail et je vais finalement pas acheter de paire le mois prochain pour compenser. Donc, j'ai dit c'est quoi ma raison, puis j'ai dit comment je vais faire pour faire arranger cette dépense-là dans mes finances. Avant d'acheter, posez-vous les questions suivantes. Combien de temps cet achat-là va-t-il me procurer de la satisfaction? Est-ce qu'il va m'aider à garder le cap sur mes objectifs? Je me suis acheté, moi, je donne un exemple, un portefeuille à pochette. Il y a différentes pochettes qui se zippent dans mon portefeuille, puis ça me permet de mettre des sous dans chaque pochette pour mon mois. Puis moi, ça me permet de vraiment gérer, ça c'est pour mes dépenses plus courantes extra, là, comme les restaurants ou les vêtements. Je me fais des pochettes, puis quand ma pochette est vide, ben mon budget du mois est dépensé. Ça, pour moi, qui était une fille qui dépensait beaucoup, ça m'a vraiment aidé à garder le cap sur c'est quoi l'argent que je veux dépenser à chaque mois pour les dépenses un peu plus inutiles ou superflues. Donc, j'ai payé mon portefeuille. Ça a été une dépense, mais qui m'a aidé ensuite à économiser beaucoup d'argent. Donc, finalement, c'était rentable. Et pourquoi exactement est-ce qu'on fait notre achat? Donc, un peu comme tantôt on disait, la raison. En conclusion,
mais ça peut amener du positif. Premièrement, ça peut nous amener à vouloir reprendre du contrôle sur notre situation, puis être dans l'action au lieu d'être passif. Donc, faire en sorte de mieux planifier ses finances, planifier de l'épargne, consolider des dettes, éliminer des dépenses superflues, c'est passer à l'action, puis ça peut transformer nos finances. Ça peut aussi nous apprendre à différencier les besoins des désirs. Donc, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui l'est moins, puis apprendre aussi à se satisfaire de qu'est-ce qu'on a à la maison. Ça peut évidemment nous donner des leçons pour les années futures, puis nous donner envie de faire les choses différemment, donc d'inculquer des changements qui vont être permanents. Puis, comprendre évidemment la différence entre une bonne dette ou une mauvaise dette, et la même chose pour un bon achat ou un mauvais achat. Donc, le fait de vivre du stress financier ou de vivre une mauvaise situation financière, c'est quelque chose qui peut vraiment nous amener à développer des meilleurs comportements au niveau des finances, puis de devenir riche sans finalement changer beaucoup. On ne change pas nécessairement nos revenus, on va un peu modifier nos dépenses, modifier nos façons d'épargner. Ça peut être complètement positif. Dans les ressources, n'oubliez pas que la CCIP est toujours là pour les militaires. Pour les employés civils, la CCIP va vous aider si vous avez vraiment un problème de budget ou pour l'épargne. Sinon, c'est sûr que vous êtes peut-être mieux d'aller dans chez des conseillers financiers privés, mais ça vaut la peine. Puis ça vaut la peine de les magasiner aussi. OK? Donc, c'est pas nécessairement le premier qui nous tombe sur la main. On peut le magasiner. On peut aussi utiliser des calculateurs de budget. Donc, ici, je vous ai mis une ressource. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans le chat. Fait que vous allez pouvoir aller la copier-coller plus facilement. Donc, voilà. Ou aller la chercher directement dans le chat. Donc, ça, c'est une feuille génératrice de budget. Donc, les dépenses et les revenus s'agencent. Et évidemment, dans les ressources Internet, regardez l'Agence de consommation en matière financière du Canada. C'est une super bonne ressource. Le site de la CCIP aussi. Et sinon, si vous sentez que ça vous dépasse, la clinique médicale, comme la clinique de santé mentale, ça peut être une bonne option. Et le programme d'aide aux employés ou aux membres aussi peut être une super bonne option. Donc, ce que je veux vous dire surtout, c'est que les employés civils, les employés des forces militaires et les conjoints, en général, on a des bonnes situations financières, c'est-à-dire on a des revenus qui sont quand même intéressants. Ceci étant dit, être riche ou être pauvre, c'est pas une question de revenus, c'est une question d'équilibre. On peut être riche à faire 20 000 par année, puis on peut être pauvre à faire 200 000 par année. Ça va dépendre. En fait, dès que nos dépenses excèdent nos revenus, on est pauvre. On est en dette et peu importe le salaire qu'on fait. Donc, c'est sûr que augmenter le revenu, ça peut être une option intéressante pour avoir plus d'argent, mais si votre revenu ne change pas, si vous aimez l'emploi que vous avez puis que vous ne voulez pas le changer puis que vous n'avez pas nécessairement une augmentation de revenus à court terme, c'est l'autre colonne qu'il faut travailler. Il faut travailler les dépenses, autant les dépenses fixes que les dépenses courantes. Puis surtout, je vous le dis, c'est le meilleur truc, c'est vraiment de faire l'exercice de noter et garder tous nos reçus pendant au moins un mois de qu'est-ce qu'on dépense. Puis souvent, c'est là qu'on va se rendre compte sont où nos failles, sont où les postes budgétaires qu'on pourrait changer. Donc, évidemment, n'hésitez pas à aller consulter des experts pour avoir plus d'outils et de ressources sur la question. Puis sinon, la promotion de la santé a souvent des documents ou des livres sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir aussi à Bagotville ou peu importe la région dans laquelle vous êtes. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite présentation et je vous dis à la prochaine.